On va parler de l'un des auteurs italiens les plus connus du XXe siècle, on va parler d'Italo Calvino. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout cet auteur jusqu'à l'année dernière. J'ai découvert son existence pendant mes recherches. En fait, j'avais envie de lire et de faire une vidéo sur de la littérature fantastique étrangère et j'avais envie de me pencher d'abord sur l'Italie parce que c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup. C'est comme ça que je suis tombée sur les titres des romans de la trilogie de nos ancêtres qui est composée donc du Vicomte pourfendu, du Baron Perché et du Chevalier inexistant. Alors autant vous dire que ces titres et ces personnages m'ont autant amusé qu'intrigué et que donc je me suis empressée d'aller les emprunter à la médiathèque. Mais avant de vous parler plus en détail de cette trilogie, je pense que le mieux ce serait quand même de vous présenter rapidement qui était Italo Calvino. C'est un écrivain qui est né au début des années 20 dans une famille de scientifiques. Ses parents étaient notamment botanistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la résistance qui va profondément le marquer et influencer son rapport au monde et surtout à l'écriture évidemment. C'est cette expérience qui va nourrir ses premiers écrits. Alors au départ, il s'inscrit plutôt dans le réalisme, mais il va s'en éloigner assez rapidement pour explorer une littérature beaucoup plus expérimentale, mais surtout nourrie par l'imaginaire. Souvent, il est décrit comme étant un grand fabuliste et on retrouve beaucoup l'influence des contes dans ses écrits. En plus d'être écrivain, il a été journaliste, il a aussi participé à l'écriture de scénarios pour le cinéma et surtout, il est connu pour avoir été membre de l'Oulipo lorsqu'il est venu vivre à Paris. Alors, l'Oulipo, pour résumer un peu, c'est un groupe de recherche littéraire qui s'amuse à créer des textes avec des contraintes bien spécifiques. Je pense qu'on peut l'écrire un peu comme ça. Italo Calvino, il a vraiment une vie riche. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder un petit peu par vous-même, même à écouter certaines de ses interviews, d'autant plus qu'il parlait vraiment bien français, donc c'est accessible. Je pense que je vais vous en mettre une en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller l'écouter. Il est considéré comme l'un des auteurs italiens les plus importants et les plus traduits dans le monde, donc bon, il était un petit peu temps que je me penche dessus. Alors venons-en à la trilogie dont je voulais vous parler aujourd'hui et que j'ai beaucoup aimé, la trilogie de nos ancêtres. Pour ceux qui les ont lus, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un ordre particulier à absolument respecter si vous voulez les lire. Pour ma part, j'ai commencé par le Vicomte pourfendu. Bon alors tout est dans le titre, c'est l'histoire d'un vicomte qui, pendant une bataille, est coupé en deux par un boulet de canon. Mais il survit. Malheureusement, c'est sa mauvaise moitié qui revient et qui va semer la terreur autour de lui. Alors l'idée est tellement absurde et drôle que j'ai trouvé cette lecture géniale, j'ai vraiment adoré. Ce qui est génial, c'est que c'est n'importe quoi, mais on se laisse totalement emporter par l'histoire. C'est une fable humoristique, très légère, qui est remplie d'allégories et de symbolisme parce que donc la mauvaise moitié du vicomte est revenue chez elle, elle détruit absolument tout sur son passage, mais la bonne moitié, elle, est toujours là aussi, vivant sa vie de son côté, en essayant de faire le bien, peut-être un peu trop. Et c'est justement tout le propos d'Italo Calvino dans ce livre-là. C'est un conte philosophique qui prône la nuance, c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment aimé celui-là en particulier, et qui parle profondément de notre humanité. Il montre que le mal absolu et le bien absolu sont des choses tout autant inhumaine parce que oui, la partie mauvaise du vicomte est très cruelle, mais la bonne partie, elle est terrible aussi à sa manière. D'ailleurs, je trouve qu'on ressent plus de pitié pour la mauvaise partie, en tout cas c'était mon cas. Et l'auteur montre aussi très bien comment le bien et le mal coexistent en nous, il explore nos contradictions et la question de la complexité de la morale humaine. Moi, c'est du sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment aimé ce tome-là. C'est très riche, cette histoire aborde beaucoup de questions philosophiques, mais sans que ce soit lourd, c'est toujours divertissant. L'un des passages qui m'a pas mal fait rire, c'est le moment où les gens qui vivent sur les terres du vicomte ont perdu sa trace, le cherchent et finissent par retrouver sa piste en découvrant tout un tas de choses coupées en deux. Donc notamment, il y a un poirier comme ça où il reste que la moitié des poires encore accrochées aux branches. Bref, il y a comme ça tout un tas de situations qui sont totalement irréalistes, qui sont très divertissantes à la lecture. C'est très imagé et très facile à visualiser, à tel point que je me suis dit que ce serait vraiment chouette de l'adapter en film. En tout cas, je trouve qu'il y avait des scènes qui mériteraient un peu ça. C'est vraiment très visuel. Les personnages sont hauts en couleur, on s'attache à eux, et ce qui accentue cet attachement, c'est qu'on sent vraiment à la tendresse que l'auteur a pour ses personnages. Alors j'ai évidemment adoré le style d'écriture, hein, c'est vraiment très bien écrit, mais je vous en reparlerai juste après vous avoir parlé des deux autres livres. Donc très enthousiasmée par cette lecture, j'ai continué avec le Chevalier inexistant. Alors là pareil, tout est dans le titre. Cette fois, l'histoire ne se déroule pas au XVIIIe siècle, mais sous le règne de Charlemagne, et on y suit les aventures d'un chevalier donc inexistant. Il parle, il agit, il pense, mais c'est une armure vide. Ce personnage m'a particulièrement attirée parce qu'avec une de mes amies les plus proches, Naloane si tu passes par là, on avait écrit un personnage assez similaire pendant nos études de cinéma. J'ai trouvé ça drôle en fait de le retrouver
trouvé là, et ça m'a vraiment intriguée. Ce chevalier inexistant, il a pour nom Agilulf, je pense qu'on le prononce comme ça, et c'est clairement une satire de l'homme idéal. C'est le pro-chevalier, fidèle, courageux, droit, un peu trop dans l'excès, mais il n'empêche que voilà, ce n'est qu'une armure vide. Il y a d'autres personnages tout aussi intéressants qui vont graviter autour de lui et qui permettent d'explorer des questions autour de l'identité. Et qu'est-ce que c'est qu'être finalement? La question de l'identité était déjà en partie traitée dans le Vicomte Pourcendu, mais là, il explore sous d'autres angles. Chaque personnage permet d'aborder plusieurs aspects de cette question. On a le chevalier inexistant qui, lui, n'est en vie que par la force de sa volonté et qui n'existe que par sa fonction finalement. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire régner l'ordre et respecter voilà, les codes de la chevalerie à la lettre. Il n'a pas de corps, mais il a une conscience aiguë, très aiguë. À l'inverse, on a le personnage de Bourdoulot, donc son écuyer, qui lui a un corps bien matériel, mais clairement il n'a pas de conscience de lui-même, il ne sait même pas qui il est, ou plutôt qui il est, je pense que ce serait plutôt ça la bonne formulation, qui donne des scènes assez drôles et absurdes parce qu'il s'identifie à peu près à tout ce qu'il croise. Ce qui permet aussi à l'auteur de montrer justement la difficulté de se définir par soi-même et pas par rapport aux autres. Donc on a clairement une construction en miroir entre ces deux personnages-là. Et puis on a le personnage de Rimbaud, qui est un jeune homme qui vient s'engager dans l'armée pour venger son père et qui lui ne sait pas encore ce qu'il veut devenir et donc qui va évoluer tout au long de l'histoire. L'auteur aborde aussi la question de l'intégration parce que Agilulf, bien qu'il soit parfait, n'arrive pas du tout à être accepté par l'armée de Charlemagne parce que justement il renvoie aux autres leurs propres imperfections. Donc on a comme ça tous ces questionnements autour de l'identité, de l'existence, des rapports entre existence et conscience. C'est vraiment encore un livre extrêmement riche en thèmes, mais c'est toujours écrit avec justement une plume légère et divertissante, ça se lit extrêmement bien. Après ça, évidemment, j'ai terminé cette trilogie par Le Baron Perché. Alors, il me semble ne pas me tromper en disant que c'est sans doute le roman le plus connu et le plus aimé, je pense, d'Italo Calvino. Alors, j'ai trouvé bon, hein, mais malheureusement, c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. Au début, j'étais hyper enthousiaste parce que j'avais beaucoup aimé les 2 tomes précédents, et puis ce titre-là était vraiment très évocateur aussi. Mais si vous me suivez, je pense que vous pouvez facilement deviner pourquoi j'ai moins apprécié celui-là, si vous l'avez lu. C'est à cause du rapport aux animaux. Pas que, mais quand même. Au début, en fait, j'ai trouvé ça génial parce que quand l'histoire débute, on suit donc Cosimo, qui est un jeune baron, qui décide avec son frère de sauver des escargots que leur sœur prend un grand plaisir à massacrer. Sauf qu'à l'heure du repas, on va lui servir à manger ces fameux escargots. Et là, Cosimo va prendre la plus grande décision de sa vie, s'enfuir dans les arbres et ne plus jamais redescendre. D'où le nom du roman, Le Baron Perché. Avec ce début, moi j'étais ravie. Je trouvais que c'était un moment et une décision très forte, un élan très beau. Et je me suis dit, surtout, mais c'est génial. Je découvre un auteur qui est drôle, qui est sensible, avec une écriture intelligente. Alors là, en plus, il y a un petit soupçon comme ça d'animalisme, c'est miraculeux, que demander de plus. Bon, malheureusement, j'ai trouvé que le personnage de Cosimo tombait assez rapidement dans une vision assez violente du monde. Bon, alors déjà, pour les animaux, finalement pas d'empathie, hein, il est décrit assez vite comme étant des monstres ennemis, il se met à chasser assez rapidement aussi, et il massacre même un chat pour s'en faire une toque. Donc oui, j'ai trouvé ça dommage, surtout qu'on suit Cosimo de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, et que cette violence masculine, qui s'exerce aussi différemment dans le récit, est quand même montrée, je trouve, assez tôt chez lui. Sinon, le livre est très intéressant, ça se passe là aussi au XVIIIe siècle, comme le Vicomte Pourcendu. C'est foisonnant d'idées, et beaucoup plus politique aussi. Là, on a Cosimo qui prend de la hauteur en vivant dans les arbres, mais c'est surtout une métaphore en fait pour nous montrer qu'il prend de la hauteur pour mieux observer le monde, et en particulier la vie européenne et ses changements. Il y a vraiment beaucoup de références historiques au siècle des Lumières et à certains philosophes comme Rousseau ou Diderot par exemple. Il y a toute une réflexion autour de ce qui fait une société, parce que au départ, Cosimo s'enfuit dans les arbres pour mieux s'isoler, mais finalement, c'est quand même plutôt pour mieux vivre avec les autres. Il va se lier avec des petites communautés, leur venir en aide, il veut participer aussi aux grandes avancées du monde, il est curieux, il lit beaucoup, il rencontre certaines figures historiques aussi, ça c'était intéressant. Malgré ça, j'ai beaucoup moins accroché en fait, et la deuxième partie m'a lassée. Ce qui m'a pas aidé, faut le dire, c'est que je me suis vraiment pas du tout attachée à aucun personnage en fait, et si ce n'est à la limite au narrateur, ce qui est quand même assez particulier. Ils sont tous décrits très nettement,
mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment une intériorité assez développée et qui ressemblait plutôt à des caricatures, donc difficile d'accrocher. Même l'histoire d'amour que Cosimo vit avec Viola, donc qui est une jeune fille avec qui il a une relation assez tumultueuse. Au départ, je l'avais trouvée plutôt intéressante, mais ça a fini par me lasser aussi, sans parler de ses autres expériences qu'il a m'ont vraiment ennuyée. L'amour est présent dans tous ses livres, hein, et je trouve qu'il écrit aussi bien les personnages féminins que masculins. Même si dans Le Baron Perché, il y avait quand même une phrase que j'ai trouvée assez étrange. Je crois que c'est au moment de leur premier baiser où il dit un truc du style car rien n'arrive par hasard aux jeunes filles. Enfin bon, j'ai pas trop voulu savoir ce qu'il voulait. Où est-ce qu'il voulait en venir avec ça, mais bref, en tout cas, j'ai vraiment moins aimé ce livre-là. Au fur et à mesure qu'on avance, je trouve qu'en fait, on perd cet élan et cette idée un peu folle du début, qui était très poétique, de cet enfant qui décide de ne plus jamais poser le pied à terre. Et c'est aussi ce qui maintient notre curiosité, parce qu'on se demande surtout, est-ce qu'il va réussir à s'y tenir ou pas. Et je trouve qu'on perd au fur et à mesure un peu cet élan-là. J'ai lu que peut-être Cosimo serait un petit peu l'alter ego d'Italo Calvino et que ce livre ferait allusion à son enfance, puisque ses parents avaient une maison à San Remo, qui est une région quand même assez boisée, et où Italo et son frère grimpaient souvent aux arbres et ils lisaient des romans d'aventure. Donc peut-être. Surtout que le narrateur du Baron Perché, c'est justement le frère de Cosimo qui est spectateur de sa vie dans les arbres, donc pourquoi pas. En tout cas, l'idée de départ était très belle, poétique, il y a des personnages intéressants, mais je dois avouer que voilà, la présence de cette violence-là m'a un peu refroidi, j'ai eu du mal à passer outre en fait, et la deuxième partie m'a un peu ennuyée. Mais je vous recommande quand même cette lecture, pour déjà vous faire votre propre avis, et puis en plus, voilà, c'est quand même un livre qui a l'air d'être très apprécié. Maintenant que vous savez un peu de quoi parlent ces livres, je peux maintenant vous parler de pourquoi, selon moi, il est intéressant de lire Calvino. Déjà, pour son style d'écriture. Il écrit vraiment très bien et son procédé d'écriture est très intéressant. J'avais entendu dans une interview que pour ses romans, il partait toujours en fait d'une image dont il tirait ensuite une histoire. Et je trouve que c'est vraiment flagrant dans cette trilogie parce qu'à chaque fois on met en avant un personnage très atypique, original. Pour le chevalier inexistant par exemple, je crois qu'il avait confié que l'idée lui était venue quand il s'était acheté une nouvelle voiture. Ça lui avait évoqué un petit peu une armure autour de lui. Bref, en plus, et c'est ce qui m'a énormément plu dans son écriture, c'est vraiment son amour pour ses personnages. À chaque fois, je trouve qu'on peut percevoir la présence d'Italo Calvino et du regard qu'il porte un peu sur eux. Alors, il s'en moque beaucoup parfois, mais c'est toujours avec tendresse et une certaine malice. Je pense que c'est un mot qui s'applique particulièrement bien à cet auteur-là. Je suis tombée d'ailleurs sur une citation de Roland Barthes que Calvino appréciait beaucoup, qui dit « Dans l'art de Calvino et dans ce qui transparaît de l'homme en ce qu'il écrit, il y a, employons le mot ancien, c'est un mot du XVIIIe siècle, une sensibilité. On pourrait dire aussi une humanité, je dirais presque une bonté, si le mot n'était pas trop lourd à porter, c'est-à-dire qu'il y a, à tout instant, dans les notations, une ironie qui n'est jamais blessante, jamais agressive, une distance, un sourire, une sympathie. Et je trouve que c'est très joliment dit. Donc on peut facilement imaginer qu'il a eu la vision de ces personnages un peu absurdes qui lui sont venus et qu'ensuite il a écrit une histoire autour qui a un vrai propos de fond. Ce qui est super, c'est qu'il part d'une situation irréaliste mais que la suite est logique et qu'il essaye justement de la pousser jusqu'au bout. C'est un peu une logique par l'absurde et je trouve que c'est assez rare de lire quelque chose comme ça. Par moments, ça m'a un petit peu fait penser à du Pratchett dans un autre genre. Mais là, en plus de l'absurde, ce que j'ai aimé, c'est qu'il arrive aussi toujours très bien à mêler le fantastique à la fable et au conte aussi. Pour lui, le réalisme, ça permet pas vraiment de saisir pleinement justement le réel. C'est pour ça qu'il s'en est assez vite détaché et on sent qu'il préfère se servir de son imagination, de sa fantaisie et de son regard très décalé pour créer justement une mise à distance qui permet de mieux saisir le réel quelque part. Et ce qui est flagrant aussi, c'est sa volonté de divertir le lecteur parce que oui, ces romans ont des propos philosophiques intéressants, mais le plaisir et le divertissement du lecteur passent toujours avant tout le reste. Il fait de la philosophie sans vraiment qu'on s'en aperçoive finalement. Il y a aucune lourdeur et ça donne des romans qui sont très rafraîchissants. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à un plaisir enfantin quand on lit, je trouve. Après, c'est propre à chacun, mais ça m'étonne pas du tout que certains de ces romans soient lus à des enfants. Je trouve que ça s'y prête très bien d'ailleurs. C'est toujours léger, avec un peu d'humour, alors que pourtant il explore des thématiques qui sont quand même très complexes. Dans la trilogie dont je viens de vous parler, il explore quand même de façon allégorique la condition humaine et en particulier
celle de l'homme moderne. Il essaie aussi de déterminer comment on se réalise en tant qu'être humain. Ça brasse quand même beaucoup de sujets, que ce soit des sujets sociologiques ou anthropologiques, enfin c'est riche quoi. J'aimerais beaucoup savoir si certains et certaines d'entre vous ont déjà lu ces romans. Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Personnellement, j'ai écouté pas mal de ses interviews et ça m'a donné très envie de découvrir ses autres œuvres. Là, je viens de me procurer Si Univers, un voyageur, qui au-delà d'avoir un très beau titre, me donne très envie parce qu'en fait c'est un livre, de ce que j'ai compris, qui parle du désir de lecture et qui a été fait pour parler vraiment au lecteur et qui apparemment est construit avec plein d'incipits de romans. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, hâte, et en même temps j'appréhende un peu parce que justement ça a l'air d'être un peu un ovni quand même. Et je suis pas sûre que ce soit la plus accessible des lectures, mais bon, on verra. Si jamais vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé, ou à donner aussi vos recommandations d'autres lectures, d'autres écrits de cet auteur-là dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. En attendant la prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!